Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, encore une fois, bonjour et merci de suivre votre émission Objection. Objection a le plaisir de recevoir ce dimanche Mohamed Dia. Il n'est plus à présenter de par ses contributions sur la table. C'est un plaisir de vous recevoir à l'émission Objection. Merci d'être venu. Je vous remercie de l'invitation, Baye. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Je vous salue, je présente mes meilleurs vœux à toute la population sénégalaise et mes condoléances aussi avec la disparition de Sidi Lamine Niasse. Merci beaucoup, Mohamed Dia. Mohamed Dia, vous êtes consultant bancaire basé aux États-Unis. Vous effectuez justement des allers-retours entre le Sénégal et les États-Unis. Dites-nous, vous êtes dans le secteur justement des finances, dans le secteur bancaire, dans le secteur aussi immobilier. Oui, comment cela se passe? Oui, je suis banquier de formation. Je suis dans le secteur bancaire aux États-Unis. Je suis dans le secteur depuis plus de 15 ans et en même temps dans le secteur immobilier bancaire. J'ai eu à vivre la crise immobilière de 2008 aux États-Unis et on a mis en place beaucoup de programmes fédéraux pour sortir de la crise. Oui, ça a été une période assez difficile. Une période très pour le très monde difficile. des finances déjà. Absolument. Et puis, oui, qu'est-ce qui vous a le plus marqué durant cette crise? Vous qui vivez de l'intérieur. C'était en fait la manière dont les prêts étaient octroyés. Je pouvais pas comprendre en fait. Les gens étaient trop avares en fait. Les gens voulaient trop gagner et puis ils continuaient. C'était bon, ils continuaient à faire plus. Ils octroyaient des prêts à des gens qui n'étaient pas du tout éligibles pour ces prêts, juste pour qu'ils puissent recevoir leur commission. C'était pas assez réglementé alors? Absolument pas. Non, c'était pas du tout réglementé. Ce n'était pas du tout réglementé. C'est quand le président Obama est venu qu'il a mis en place beaucoup de structures pour régulariser en fait les banques. C'est là qu'il a mis en place le fameux CFPB, Consumer Financial Protection Bureau. C'est le bureau c'est le bureau qui protège les consommateurs en fait. Il a mis ça en place. Donc les consommateurs pouvaient contacter cette agence en fait quand il y avait des irrégularités avec leur banque. Donc on a travaillé avec le président Obama sur certains divers programmes fédéraux pour remettre le secteur immobilier en place pour pouvoir développer le pays, sortir de la crise. Donc, mais l'Afrique n'avait pas été trop victime directement ou indirectement? L'Afrique a été un peu impactée, mais c'était pas comme les pays occidentaux. C'était pas trop indirectement. Indirectement, oui. D'abord par rapport aux dons, les dons avaient arrêté. Comme en ce moment même, les dons ont beaucoup diminué avec le président Trump. Donc c'était la même chose durant cette époque. Les matières premières aussi. Et puis il y avait pas trop d'intervention. La politique d'intervention avait arrêté à un moment. Donc chaque pays s'occupait de son économie. On avait vu beaucoup d'exemples comme la Grèce où il y avait beaucoup de maquillage de leur politique et tout ça. Donc c'était plutôt ça. Oui, mais justement dans le secteur immobilier, on parle de boom au Sénégal, qu'en est-il? Comment justement vous observez justement le secteur immobilier au Sénégal? Ça me rappelle un peu avant 2008 aux États-Unis. C'est un peu ce que je vois ici. Donc ça boom, tout le monde est content, la location, tout le monde va avoir une maison. Cependant, la crise est imminente. Je pense que la crise est imminente. Absolument, la crise est imminente. Elle vient. La crise immobilière? La crise immobilière au Sénégal, elle est imminente. Quels sont les facteurs qui détermineraient cette crise-là? C'est le manque d'implication de l'État. Il ne faut pas trop s'impliquer en tant qu'État. Oui, je suis d'accord. Mais il ne faut pas trop rester hors de ce secteur. C'est-à-dire réguler, sécuriser? Sécuriser plutôt. Sécuriser comment? En garantissant certains prêts. Certains prêts doivent être garantis par l'État. Donc cela donnera la possibilité... C'est quoi? Il y a trop de promoteurs? Il y a trop de promoteurs, il y a trop de courtiers. C'est pas trop régularisé. Chacun fait ce qu'il veut, en quelque sorte. Et l'État doit garantir certains prêts. Comment? L'État, quand il y a un promoteur immobilier qui octroie un prêt, l'État doit garantir 20 ou 30% en cas de non-paiement. Donc, il ne faut pas juste laisser la compagnie d'assurance s'occuper de cela, mais l'État aussi doit assurer une partie. Cela favorisera les jeunes à prendre des prêts et à avoir des maisons et à sortir de la maison parentale. Tout ça est facteur de développement en fait. Mais vous avez parlé de crise, de risque de crise immobilière au Sénégal.
comment se présenterait cette crise pour vous? À travers les institutions financières, les non-paiements. Donc, les banques qui octroient ces prêts à travers les promoteurs immobiliers ne recevront plus de paiement. Les gens ne pourront plus payer. Et tout est lié avec l'économie en fait, parce que l'économie ne bouge pas trop au Sénégal, donc les gens ne sont pas trop en mesure de payer, parce que là l'économie va droit au mur en ce moment. Donc, ah oui, absolument. Donc cela vous montre que les gens ne pourront plus payer, et là les banques saisiront les maisons et les mettront en enchère, et puis la crise commencera à partir de ça. Tant que l'État n'intervient pas et garantira ses prêts, c'est la crise évidente. Qu'est-ce que cela va entraîner comme conséquence? Donc beaucoup de conséquences. La première conséquence, c'est que les gens n'auront plus de maison, donc les gens vont retourner dans la maison familiale, comme c'était le cas aux États-Unis en 2008. Les gens retournaient dans la maison familiale parce qu'ils ne pouvaient plus payer, donc la banque saisissait ces maisons. Et puis cela affectera l'État parce qu'il y aura plus de chômeurs, plus de personnes qui auront besoin d'aide sociale. Donc tout ça retournera contre l'État. Oui, on ne va pas quitter. À côté, il y a le secteur de l'assurance. Comment cela se présente, la situation de l'assurance au Sénégal? L'assurance, vraiment, la manière dont je vois le secteur de l'assurance partout à travers le monde, c'est un secteur qui est laissé en rade. En fait, c'est un secteur qui, en quelque sorte, fait ce qu'il veut. C'est un secteur informel, mais très informel. Vous vous acquittez de vos droits, vous payez chaque mois, mais quand il y a besoin, l'assurance n'est pas là, l'assurance n'est pas présente. Donc, soit l'assurance change et dit, OK, à partir de maintenant, il faut payer un peu plus, et en cas de dommage, j'interviens. Mais les coûts sont trop bas. Vous voyez, par exemple, avec 4 000 francs ou 5 000 francs par mois, vous arrivez à assurer votre voiture. Mais quand il y a un dégât, avant de recevoir un dédommagement de l'assurance, ça prend beaucoup de temps. Donc, faut que ça s'organise mieux. Soit les gens payent plus et ils sont dédommagés à temps, soit l'État intervient et impose des pénalités ou quelque chose comme ça. Oui, pour vous rappeler que vous suivez votre émission Objection qui reçoit Mohamed Dia, consultant bancaire. Mohamed Dia, oui, économie, nous parlons événements, actualité pour actualité, avec le TER, le train express régional. Le coût global généré par le TER est estimé à 568 milliards. Pour justement 57 kilomètres. Dites-nous, cette réalisation du président Macky Sall, cette réalisation si chère au président Macky Sall, vous renseigne quoi? Tant sur le plan du coût et justement sur le plan justement du principe. 568 milliards, je pense que c'est ce que vous aviez dit. Oui. Ça devrait être hors taxe. Ah oui? Donc le coût est plus élevé que 568 milliards. Parce qu'ils avaient eu à présenter ce projet à la Banque mondiale. Et après révision, c'était plus que 568 milliards. Ça, c'est hors taxe. Si on y met les taxes et les intérêts, ça avoisine les 750 milliards, voire plus. Ce que le président a dit, c'est vrai. C'est 568 milliards. Cependant, ce qu'il a omis, c'est de dire que c'est hors taxe et que hors intérêt. Donc, si on ajoute les taxes et les intérêts, ça avoisine 700 milliards, voire plus. Parce qu'ils ont sollicité la Banque mondiale. Et la Banque mondiale leur a dit que ce projet n'était pas rentable. Ah oui? Oui. La Banque mondiale a carrément décliné. Ils ont dit, après étude, ce projet n'est pas rentable. Maintenant, il y a deux types de projets. Il y a des projets qui sont rentables, il y a d'autres qui sont non rentables, juste sociaux. Et le TER n'est pas l'un des projets non rentables. C'est à vocation rentable. Il y a un besoin quand même par rapport à la circulation, oui, d'ouvrir quand même des voies pour améliorer la circulation. Absolument, absolument. Et en fait, même la Banque mondiale nous dit que 9% du PIB doit être octroyé aux infrastructures. Et nous sommes à moins de 4%. Nous sommes plus ou moins à 4%. Les pays en voie de développement, nous sommes à 4%, 4,5%. Donc vous êtes d'accord sur le principe? Je suis d'accord sur le principe d'infrastructure. Oui. Cependant, je ne suis pas d'accord sur la manière, comme le TER, 57 km pour 568 milliards hors taxes. Ce sont des dépenses somptuaires. Le président Wade, quand il venait par exemple, il n'y avait pas trop d'infrastructures en place. Donc le pays était en besoin de ces infrastructures. Cependant, de nos jours, nous sommes toujours en besoin, mais il y a d'autres priorités.
Il y a d'autres priorités. Donc vous êtes contre le tout infrastructure? Oui, en fait, par exemple, 560 milliards pour la terre. Ça pouvait régler beaucoup d'autres problèmes. Dans le secteur du transport, dans le secteur du transport. Parce que 568 milliards, combien d'aéroports départementaux ou régionaux aurions-nous pu construire ou rétablir? Il ne faut pas avoir peur. En fait, nous aurions pu avoir une compagnie aérienne nationale d'abord. Non, là. Nationale. Nous avons commencé avec 2 avions. La compagnie aérienne a commencé avec 2 avions, 2 petits avions, pour faire Dakar, Ziguinchor, 66. On commence pas une compagnie aérienne avec 2 avions. Donc c'est un porte-drapeau en fait. Mais pour revenir sur le train express régional, 568 milliards pour 57 kilomètres, c'est à but électoraliste. Ah oui. C'est à but électoraliste. Parce que les 568 milliards auraient pu être utilisés pour une compagnie aérienne nationale. Donc ça allait libérer les routes et ça devrait être subventionné par l'État, les billets, pour cette compagnie aérienne nationale. Les billets ne devraient pas être chers et les départs pourraient se faire même à Dakar, à l'aéroport de Dakar, et les billets auraient été subventionnés. Vous allez me dire que l'État ne dispose pas de cet argent pour subventionner. Mais donc le désengorgement de Dakar, des routes, donc les routes vont rester plus longtemps, donc vont s'amortir plus lentement, donc les embouteillages vont arrêter. Donc l'État peut économiser des milliards en ayant cette vision. Donc cette terre, c'est vraiment, il n'y a pas eu trop de vision. Mais voilà qui nous amène à parler du bilan économique du président Macky Sall. 7 ans, que retenir sur le plan économique? Honnêtement, rien n'a bougé. En termes d'investissement, en termes aussi d'infrastructure, on a vu quand même des travaux achevés, ça et là, oui. Oui, absolument. Mais si vous faites bien attention à ce qui est achevé et ce qui n'est pas achevé, vous allez vous rendre compte que la plupart des projets qui sont achevés sont des projets qu'on appelle les projets PPP, partenariat public-privé. Voilà, donc c'est un concessionnaire chinois qui vient et qui dit « Ok, je vais vous construire Ila Touba pour 416 milliards et on finira par payer 460 milliards au bout de 25 ans. » Mais c'est eux qui gèrent ça. C'est eux qui gèrent ça. Donc ces chantiers sont terminés. Aucun problème. Et le problème avec ces PPP, cette dette n'est pas inclue dans notre dette totale. Donc les 61% d'endettement du PIB, les PPP ne font pas partie de cet endettement, de ce taux de 61%. Donc si on ajoute les PPP, l'endettement dépasse les 70% dont l'État parle tout le temps. Mais en termes d'infrastructure, oui, le Sénégal a avancé. Absolument. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le Sénégal a doté du président Macky Sall plus de 20 000 milliards en 7 ans. 20 000 milliards de budget en 7 ans. Et tout ce qu'on nous cite, je ne vois que des dépenses somptueuses. Il y a eu des autoroutes qui ont été très bien faites, comme la RN2, là je suis d'accord. Ça c'est très bien. Mais d'autres comme Ila Touba, c'est à des fins électoralistes. Et j'ai écrit au ministre de tutelle, j'ai demandé de voir l'étude de rentabilité. Personne n'a vu l'étude de rentabilité. Est-ce que c'est pas là un manquement dans notre façon de travailler? Oui, et le président lui-même l'a dit. Il a dit qu'il va changer l'administration, la manière de faire. Mais bon, malheureusement, après 7 ans, ça, il aurait dû le faire depuis le début, sachant ce qui se passe, parce qu'il a été avec le président Ouad quand même 20 ans. Donc, il sait ce qui se passe dedans. Il sait comment ça marche. Donc, ça ne devait pas être une surprise. 7 ans plus tard, ça devait être depuis le début. Il savait que ça ne marchait pas. Il fallait réformer, il fallait changer. Et il n'y a pas eu de rupture, il n'y a pas eu de changement. C'est resté la même chose. Donc, il faut que nous changions complètement notre manière de faire. Alors, de ce point de vue, c'est à partir de son instrument économique qui est le PSE, le programme Sénégal émergent, et là également, il y avait eu le groupe consultatif de Paris. Oui, justement, il a levé des fonds. Il ne cherchait que 2850 milliards, mais à l'arrivée, la coupe est pleine. Assez rassurant, non? Pas trop. Ah oui? Parce que le groupe consultatif de Paris, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est un groupe d'informels, de créanciers informels. Donc, ce n'est pas quelque chose de formel. La Guinée y est allée. La Guinée a levé plus que ce dont elle avait besoin. La Côte d'Ivoire, même chose. Après la crise de 2000, elle est allée là-bas au groupe consultatif de Paris. Donc, voilà, c'est la tradition. Donc, on te donne plus
que ce dont tu as besoin. C'est un prêt, tu vas le repayer, tu vas repayer plus. Peut-être pas lui, mais la population, nos enfants, nos petits-enfants, arrière-petits-enfants vont payer cette dette. Donc, se glorifier d'avoir levé plus que ce dont on avait besoin, vraiment, ça fait un peu peur quand même pour un État. Ça fait un peu peur. Ça fait un peu peur pour un État. Mais également, là, à ce niveau, on a vu quand même que ces travaux sont en train d'être effectués. Mais à travers justement cette dette, nous allons nous arrêter un peu sur justement la dette. Mais de ce point de vue, faut-il s'inquiéter de cette dette en termes de services ou pas? Oui. Ah oui, pourquoi? Parce qu'en 2017, nous avions eu du mal à rembourser. C'était difficilement que nous avions remboursé la dette. Et une fois qu'un pays, n'importe quel pays, fait défaut de paiement, ça peut prendre plus de 20 ans, plus de 30 ans. Certains pays, 50 ans, comme la France, la dernière fois que la France a fait défaut de paiement. Ça lui a pris plus de 50 ans. Donc, et si en 2017, nous avions eu des problèmes, alors que c'était juste durant la première phase du PSE, donc qu'en serait-il après? Mais eux, ils soutiennent que c'est soutenable. La dette est soutenable. Selon eux, parce que la dette accroît entre 4 et 5% par année. Et la croissance se situe entre 6 et 7%. Donc, économiquement parlant, la dette, elle est soutenable. Absolument. Économiquement parlant, elle est soutenable par rapport à ces deux données. Cependant, ce qu'on oublie d'inclure, c'est les PPP, qu'on n'inclut pas dans cette dette. Et l'autre chose que l'État fait, c'est ce qu'on appelle boule de neige en économie. C'est emprunter pour payer. Emprunter pour payer. Donc, de ce point de vue, la dette n'est pas soutenable. Et dans le long terme? Même à court terme, même en ce moment. Si nous avons des problèmes de rembourser la dette en ce moment, et nous avons emprunté plus d'argent, donc la dette est à presque 800 et quelques milliards, dont les intérêts, presque 221 milliards par année d'intérêts, de services de la dette, ça c'est un danger pour tout le pays. Et la croissance, elle est là à cause de l'investissement, des infrastructures, dans l'infrastructure. Chaque pays qui investit dans les infrastructures aura une croissance relativement forte. Oui, oui, mais justement, ils ajoutent dans l'argumentaire que c'est la bonne santé de notre économie, justement, qui amène justement les partenaires à nous faire confiance. Enfin, non. Pourquoi? Parce que les partenaires, ils veulent juste votre argent. Même si le Sénégal n'est pas en mesure de rembourser la dette, mais le Sénégal a du gaz et du pétrole. Et l'environnement des affaires, cela ne vous semble pas assez justement rassurant? Un peu, si nous nous basons par rapport à le cabinet de mots, Doing Business, c'était pas très mal, mais c'est pas trop cela. On nous prête de l'argent, pas par rapport à ça, mais par rapport aux intérêts. Le Sénégal a du gaz et du pétrole, donc d'ici quelques années, même si le Sénégal n'est pas en mesure de rembourser en liquide, le Sénégal peut donner des matières premières. Donc c'est pourquoi la Chine est présente ici au Sénégal, et la Chine est prête à donner des milliards au président qui est en place juste à cause de nos ressources, le gaz et le pétrole. Ils en bénéficieront. Par exemple, le Sri Lanka, le port de Sri Lanka, la Chine détient cela parce que le Sri Lanka était pas en mesure de payer. Donc, pour les prochaines 99 ans, c'est la Chine qui gère le port pour se faire rembourser. Donc, le Sénégal va là-bas. Nous ne voyons pas ça, c'est le futur. Oui, nous sommes en train de prendre. Au moment où nous ne pourrions plus repayer la dette, ils viendront saisir. Ils viendront saisir notre port, notre aéroport. Ils ont déjà les chantiers de PPP, Ila Touba et tout cela, Dakar Arena et tout cela. Maintenant, en plus de cela, les 900 milliards que nous devions avoir. Et ça entraîne quoi finalement que justement que les partenaires qui sont là au Sénégal, c'est des partenaires extérieurs. On ne voit pas justement le privé sénégalais, on ne les sent pas en tout cas dans les investissements. Ça vous renseigne quoi? D'abord que peut-être que nous ne sommes pas trop prêts, mais qu'aussi le gouvernement devrait nous accompagner. C'est pas juste que le privé national n'est pas prêt, donc je vais aller prendre les investisseurs étrangers. Non. Il faut essayer de rendre le privé national prêt. Il faut les aider, il faut les accompagner. C'est comme avec le cas de la SDE. Oui, justement, là, j'allais y revenir. Le cas de la SDE, je ne peux pas comprendre
Le contrat d'affermage de l'eau, oui. Je ne peux pas le comprendre. Ah oui, pourquoi? Vous avez 5% oui. des salariés qui sont actionnaires. Vous avez 32,5% plus ou moins du privé national. Oui. Et vous voulez sacrifier tout cela aux dépenses d'une autre. Non, mais ne pensons-nous pas que c'est au gouvernement de protéger cet intérêt. C'est au gouvernement. Chaque gouvernement doit protéger son privé national. Et nous voyons la même chose en ce moment aux États-Unis avec le président Trump. Il est en train de protéger ses intérêts en ce moment. Et c'est un pays développé. Donc ne parlons pas d'un pays sous-développé. Donc je n'ai pas tous les détails, oui. Mais par rapport à ce que nous avons, la SDE devait être qu'on est en train de céder certains de nos domaines de souveraineté, comme l'eau, cela ne vous inquiète pas? Un peu, mais bon... C'est l'Afrique en général. C'est l'Afrique ou le monde qui bouge de cette façon. C'est l'Afrique en général. C'est le monde, oui, mais c'est l'Afrique quand même. Parce qu'une compagnie étrangère ne devrait pas gérer notre eau en 2018, depuis notre indépendance. Ça oui. Ça montre qu'il y a un manque de dynamisme depuis l'indépendance. Rien n'a bougé, c'est juste les infrastructures. Mais la manière de gouverner, la manière de faire est toujours restée la même, malheureusement. Et même notre compagnie aérienne nationale est géré par, oui, le président, directeur général. Et je n'ai rien contre lui. Oui, mais bon, on n'a rien contre lui, mais quand même, du point de vue symbolique. Je pense qu'il y a un Sénégalais qui est capable de faire ce qu'il fait. Je pense. S'il n'y a pas un Sénégalais qui est capable de faire ce qu'il fait, il y a des raisons de s'inquiéter, honnêtement, nous devons juste louer notre pays à une institution pour que l'institution... On en est arrivé là. Il y a un Allemand qui avait proposé ça, un chancelier allemand, je pense, qui avait proposé ça. Il avait proposé à l'Afrique de céder ses terres pendant 50 ans, qu'ils allaient développer ça et nous rendre ça. Mais justement, quand vous jetez un coup d'œil sur le fonctionnement de notre économie, on en est là, c'est-à-dire aujourd'hui que justement la plupart de des domaines se sont presque cédés aux étrangers. Cela ne vous inquiète pas? Si, c'est inquiétant. Oui. C'est très très inquiétant parce que d'un côté, le gouvernement s'est dit nous sommes un État souverain, vous n'avez rien à nous dire, nous savons ce que nous faisons. Et de l'autre côté, on cède tout ce que nous avons aux étrangers. Donc ça, c'est un danger pour toute économie. Il faut s'ouvrir. Expliquez-nous un danger en quoi? Le danger le plus imminent, c'est le pétrole et le gaz qu'on risque de perdre. C'est ça, en fait, les fonds qu'on risque de perdre dans le pétrole et le gaz. C'est ça qui me fait un peu mal. Parce que c'était une chance pour le Sénégal d'aider ses enfants, de se développer. Cependant, tout est donné aux étrangers. Il n'y a rien, le privé national est presque insignifiant. Donc, en quelque sorte, nous n'avons rien. Le pays ne nous appartiendra plus. Ce sera aux étrangers qui viendront, qui feront ce qu'ils veulent et qui dictent leur loi. D'ailleurs, nous sommes en train de voir ça en ce moment. Aujourd'hui, on voit que beaucoup de secteurs, quand vous prenez justement le secteur immobilier, quand il faut construire, on sent que le privé national n'est pas trop présent. Les télécommunications. Et quand vous prenez le secteur bancaire, n'en parlons pas. Alors là, ça devient, de ce point de vue, sujet à interrogation. Oui, ce que nous ne faisions pas, c'est le transfert de technologie, en fait. Oui. Il n'y a pas trop eu de transfert de technologie. Et nous nous sommes réveillés un peu trop tard par rapport à cela. Ça a commencé un peu maintenant. C'est comme le TER, j'ai vu quelque part qu'il y a 12 élèves de l'ESP, École supérieure polytechnique, qui vont être formés. Nous devions commencer à faire cela depuis bien longtemps, ce transfert de technologie, et nous ne le faisons pas. On ne s'est pas assez très tôt préparé. Nous ne sommes pas préparés, et souvent, ce que nous avons tendance à faire, c'est crier après qu'il y ait implantation, comme le cas Auchan. Il y avait une possibilité pour les Sénégalais d'investir dans cela. Les Sénégalais ne l'ont pas fait. Et ils en avaient les moyens, certains en avaient les moyens, ils ne l'ont pas fait. La nature a horreur du vide. La nature a horreur du vide. Donc, quand Auchan s'est implanté, c'est là qu'on a vu Unaqua, Diapo, crier un peu partout. Alors qu'il y avait une possibilité, nous ne faisons rien et nous attendons qu'il y ait une implantation étrangère pour commencer à crier un peu partout. Donc, d'un côté, c'est notre faute. De l'autre côté, c'est le gouvernement qui doit protéger le privé national. Et que retenir de la répartition de la richesse? Elle est très mal répartie. Elle est très 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 mal répartie. Ah oui? Et si vous voyez, regardez le Sénégal. Dakar qui ne représente presque rien. Presque rien. Et nous y investissons des milliards et des milliards, des centaines de milliers de milliards.
Trop d'investissement à trop Dakar. d'investissement à Dakar, pensant que, comme le Premier ministre l'a dit quand il répondait à ma tribune, il disait qu'il fallait avoir une vision futuristique, que Dakar, la population allait tripler, quadrupler d'ici X nombre d'années. Mais là n'est pas la solution. Il faut avoir une vision plus grande que cela. C'est-à-dire l'exode urbain. L'exode urbain. Essayer de sortir les gens de Dakar, mais pas d'amener terre BRT à Dakar. Non seulement nous n'en avons pas les moyens, les capacités, mais ça ne réglera pas le problème, parce que Dakar ne changera pas de taille. La création de Diamniadio, certes, est une bonne idée. Cependant, c'est pas trop lié. Il faut développer les régions, développer toutes les régions d'une manière harmonieuse le Sénégal, pour qu'il y ait un exode urbain et que les jeunes rentrent chez eux, qu'ils puissent travailler dans les industries, industrialiser le pays. Mais c'est ça qui est clé. La politique industrielle, dites-vous? C'est ça qui est clé. C'est ça le développement de tout pays. Il faut que le secteur secondaire soit dynamique. Et notre secteur secondaire n'est pas du tout dynamique. Il est inexistant. Mais pourquoi? C'est le talon d'Achille de la politique économique du président Sall. Mais parce que nous avons peur. Pourquoi nous avons peur? Parce que les Occidentaux ont besoin de nos matières premières. Donc, que nous faisons, nous exportons pour leur industrie. La transformation est faite ailleurs, puis elle revient, on achète ça plus cher. Pourquoi ne transformons-nous pas ce que nous produisons? C'est là que le développement se fera. C'est comme ça que le développement se fera. Développer le secteur primaire d'abord, de manière sérieuse. Mais pourquoi n'ont-ils pas compris cette chaîne de valeur-là? Ah non, ils ont compris. Oui, le problème alors? Je suis pas plus intelligent que le président Sall, le président Diouf ou Wade ou Senghor. Ils savent comment développer un pays. Ils le savent. Mais qu'est-ce qui fait défaut? Mais cependant, c'est pas juste eux. C'est en suivant cette route, il n'y aura pas de second mandat. Non, le Sénégalais veut voir tout de suite les résultats. C'est l'électorat en fait qui pousse les présidents à faire ce qu'ils font. Donc l'électorat est en quelque sorte responsable. Mais en 2012, n'aviez-vous pas l'impression que justement 2012 était justement annoncé pour changer tout cela? Ah oui, c'est que le président, l'opposant, Macky Sall, annonçait au moment. Oui, c'était vraiment une politique de rupture. Il n'a pas pu résister lui non plus. Il n'a pas pu résister, c'est de la politique, il sait comment ça marche. Il peut avoir une envie de faire telle chose, mais une fois en place, ça ne marche plus comme ça, c'est pas comme on le veut. Il y a trop de résistance. Il y a trop de pression. Il y a trop de pression des collaborateurs. C'est comme avec le président Diouf, en l'an 2000, quand il voulait quitter et que les gens lui mettaient de la pression, qu'avec le général Cissé, que tout soit réglé. Donc c'est un peu ça, c'est la pression en fait. C'est la pression qui fait que le président ne soit pas en mesure d'appliquer sa politique. Oui, cette pression, parce que justement, on n'arrive pas encore à créer une alternative économique. Est-ce que justement vous partagez cette idée de ceux qui pensent que cette alternative économique-là tarde encore à se voir? Oui, ça tarde à se voir. Ça tarde toujours à se voir. Et pour que cela change d'abord, il faut que le président de la République ne soit plus président de parti. Qu'il s'occupe de l'économie d'une manière générale. Qu'il ne soit pas un président de parti. Qu'il soit le président de tous les Sénégalais. Et il faut réformer. Il y a des goulots d'étranglement. Il y a la pression partout. Et c'est impossible que le président puisse sortir de ce trou. Et pourtant, il a entrepris un certain nombre de programmes sur le plan social. On peut retenir justement ou en citer la CMU, la couverture maladie universelle, mais il y a aussi les bourses familiales, PUDC, Promoville, Puma. Mais oui, les initiatives n'ont pas manqué. Oui, mais ce qu'il faut retenir, c'est... Même la DER, la direction de l'entrepreneuriat rapide. L'entrepreneuriat rapide, ça, je peux pas comprendre. Une année sociale, a-t-il déclaré? Oui, même son ministre d'économie et finances a finalement cédé quand il a accepté qu'il y avait une tension budgétaire, ce que je dénomme une hypertension budgétaire au Sénégal même, parce qu'il a dit que c'était une année sociale. C'est ce que le président voulait. Qui a entraîné un surcoût, apparemment. Donc ce qu'on a fait, c'est couverture maladie universelle. C'est du copie-coller. Nous sommes allés prendre la manière de faire des Occidentaux, de la France notamment, pour l'appliquer au Sénégal. Nous n'étions pas prêts pour cela. Nous n'étions pas prêts. Même 1000 francs CFA par mois, c'est extraordinaire, c'est très bon pour n'importe quelle famille.
Ne parlons pas de 8 333, 100 000 francs par famille. Cependant, est-ce que l'État a cet argent? C'est ça le problème. Il ne faut pas dépenser ce que nous n'avons pas. Ça de plus que ce que l'on a. Oui, nous n'avons pas d'argent pour CMU. Nous n'avons pas d'argent pour cela. Et même si vous regardez la manière dont ça a été élaboré, c'est plutôt à fait électoraliste. Électoraliste. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans cette couverture maladie universelle qui fatiguent nos hôpitaux. L'État ne paie pas la dette. Et il y a beaucoup de programmes qui ne font pas partie de cette CMU. Et des programmes très intéressants, des programmes vitaux en fait. Scanners, les médicaments de spécialité, les IRM, les prothèses dentaires et d'ange pour les personnes de troisième âge et tout cela. C'est de cela dont ils ont besoin. Et le président a exclu ça de cette couverture maladie universelle. Maintenant, Puma par contre, c'était très bien fait. C'était très bien fait. Et là, on a levé 609 milliards plus ou moins, je pense, pour faire cela. Donc là, c'était bien fait. Par contre, PUDC Promoville, je ne sais pas pourquoi c'est deux entités différentes. Ça devait juste être une seule entité, travailler ensemble, main dans la main, et se doter d'un budget sérieux. 113 milliards, quand même, qu'on dise la vérité. Pour plus ou moins 10 régions, je pense qu'ils avaient inclus dans le PUDC. C'est pas suffisant. Ça donne à peu près 8 milliards, en quelque sorte, par région. Et vous allez dans certaines régions, vous vous demandez où est passé l'argent. C'est pas suffisant. C'est pas du tout suffisant. Et il n'y a pas de suivi. Et c'est pas assez d'argent. Donc pendant que nous dépensions de l'argent faisons des dépenses somptuaires, il y a de sérieux problèmes qui sont ici, dont nous faisons face, tels que les abris provisoires. Et c'est des secteurs vitaux quand même. C'est des secteurs vitaux. Donc qu'on me dise, que le gouvernement me dise, ok, nous sommes dans une politique pour éliminer les abris provisoires. Un pays qui se respecte ne doit pas dire telle chose. La première chose à faire, c'est d'éradiquer les abris provisoires. Des petits coups pour un État un pays qui se respecte. C'est inacceptable. C'est de 50 et quelques milliards, 52 milliards pour éradiquer cela. 52 milliards. Un pays qui se respecte. Ça ne doit pas prendre 7 ans pour éradiquer 6369. Et qu'on ne dise pas aussi que nous avons trouvé ces salles de classe ici. C'est pas cela, vous êtes là. Donc c'est à vous de régler ce problème. Ce n'est pas un problème de nous avons fait plus d'autoroutes que le régime libéral. Non. Il s'agit du Sénégal, de développer le Sénégal. Pas de faire de la politique politicienne. Ça, vraiment, c'est ça en fait qui retarde le Sénégal. Ah oui? Oui, c'est la politique politicienne. Nous pouvons développer le Sénégal. La matière grise est là, elle est présente. Le budget est là. Les dons, les prêts, il y a tout cela. Donc toutes ces ressources-là sont très mal allouées. Si on les avait allouées de manière correcte, là oui, on aurait vu un changement. Et la croissance n'est rien, ce n'est rien. Parce que la majeure partie de la croissance ne reste pas au Sénégal, ça sort. On capitalise tout cela dans la croissance. Avec le PSE, la première phase du PSE, c'est très normal que la croissance grimpe, c'est très normal. Mais bon, elle n'ira jamais au-dessus des deux chiffres. Jamais. Donc là, dans la deuxième phase, de 2019 à 2024, quiconque sera président va souffrir au Sénégal. Oui. Cette phase-là, pourquoi? C'est la phase cruciale en fait. Ah oui, pourquoi? Parce que la première phase aurait dû être la phase d'investissement infrastructurel. C'est ce que nous avons fait. Non seulement tous les projets ne sont pas à terme durant cette première phase, nous sommes en retard dans cette première phase du PSE, mais la seconde phase aurait dû être la phase du privé. Maintenant, les investissements sont en place, les infrastructures sont en place. Maintenant, c'était au privé de venir. Ça ne va pas générer? Ça absolument rien. Ah oui? Parce que le privé ne viendra pas. C'est ça. Ceci entraîne cela. Oui. Donc là, les infrastructures ne sont pas là, ne sont pas en place. Maintenant, c'est la deuxième phase. Quel investisseur oserait prendre des centaines, milliers de milliards et mettre ça dans le Sénégal en ce moment, alors que le Sénégal est en retard infrastructurel malgré tous ces milliards que nous avons enterrés. Donc la seconde phase, ce sera un échec. Et quiconque sera président, que ce soit ce président en place ou les opposants, quiconque va souffrir. C'est ce que vous dites aux Sénégalais en prélude à la présidentielle de 24 février là, qui est là. J'allais pas me battre si j'étais candidat pour devenir président. Oui. Non. Parce que ce qu'il faut voir en fait, c'est que nous avons mal investi. Donc, durant la seconde phase, il faudrait encore réinvestir dans les infrastructures.
Donc c'est s'endetter encore, parce que le privé ne viendra pas. Le Sénégal n'est pas prêt pour accueillir le privé. Ah oui? Le Sénégal n'est pas prêt. Nous ne sommes pas prêts. Nous venons d'inaugurer un train qui n'est même pas en marche, qui commencera que dans 6 mois. Nous avions inauguré une autoroute. Le lendemain, l'autoroute est fermée. Donc je comprends les inaugurations. Je comprends cela. Oui. C'est la politique politicienne. L'électorat veut voir. Donc le président suit l'électorat. Vous voulez voir? Je vais inaugurer. Même si ce n'est pas prêt, je vais inaugurer. Donc j'inaugure tout, et puis voilà, c'est ça mon bilan. Donc le bilan va être défendre par les membres des gens du pouvoir. Accordez-moi du temps pour que je termine mes travaux. Voilà, le président Ouad avait dit la même chose. Hein. Donnez-moi un peu de temps de terminer. Mais là, c'est plutôt, j'ai réalisé ceci, j'ai réalisé cela, j'ai réalisé cela. On vous donne de l'argent pour faire des réalisations. Donc, frapper sa poitrine pour dire que j'ai fait ces réalisations alors qu'on vous a donné de l'argent pour faire ces réalisations, vraiment, ce n'est pas louable. C'est le minimum en fait. On vous donne de l'argent pour faire des réalisations. Donc ces réalisations doivent être faites. Donc là, ce que je vois, c'est que durant la seconde phase, c'est en quelque sorte la phase de récession du Sénégal. Le Sénégal va rentrer dans la phase de récession. Parce que la récession, c'est quand il n'y a pas assez de dépenses du privé, l'État augmente les dépenses publiques. Et en ce moment même, les dépenses publiques sont 1000 fois supérieures aux dépenses privées. Donc le Sénégal, en ce moment, a commencé à vivre la récession. Le débat, il sera économique ou ne le sera pas pour cette campagne électorale? Le débat ne sera pas économique parce que l'électorat ne saurait pas répondre à un tel débat. Ah oui? Non, absolument. Donc l'électorat, c'est plutôt, il a réalisé ceci, il a réalisé cela, nous voulons un développement, nous voulons y aller, il n'y a rien qui nous empêche d'avoir un train, Ce sont ces genres de choses. C'est l'électorat en fait. Donc il suit l'électorat. Il fait de la politique, c'est un bon politicien, le président. Ah oui? Mais nous n'avons pas besoin d'un politicien, nous avons besoin d'un président qui va développer le Sénégal. Nous voulons développer le Sénégal, nous sommes là pour le Sénégal. Mais pas juste pour... Même si ça doit faire mal durant le premier mandat et que tous les Sénégalais en souffrent, pour que durant le second mandat, que les gens... Oui, mais alors, du point de vue de la gouvernance, alors, que retenir du point de vue de la gouvernance? Qu'est-ce que cela vous inspire, justement? Là aussi, c'est un frein oui, parce que l'auteur de l'ouvrage, justement, la corruption administrative donc du Sénégal, cher docteur Cheikh Tidiane Dièye en parlait, c'est au travers des différents systèmes sous Senghor, sous Diouf, sous Wade et même sous Macky Sall, justement, on n'arrive pas encore à éradiquer cette corruption, surtout dans l'administration. Oui. Ça vous renseigne quoi? Ça me renseigne que les présidents ont tendance... En termes de responsabilité, je veux dire. Les présidents, oui, absolument, comme le président Diouf. Oui. Avec... c'était, je pense, l'article 163 du code pénal, oui, la CREI. Oui. C'était le président Diouf. Hein? Oui. Donc, quand il a instauré cela, parce qu'il lui-même, ses propres mots, il était surpris parce qu'il voyait dans l'administration. Il était choqué, plutôt, parce qu'il voyait dans l'administration les propres mots du président Diouf. Et même la délation. La délation était très encouragée. Et dès que vous dénonciez quelqu'un, on ne vous poursuivait plus. Sous le président Diouf, c'était ça. Donc, mais à un moment... il est revenu lui-même, le président, dire que je reconnais que je n'ai pas été suivi. Quand j'ai créé la CREI, donc il a abandonné. Donc on abandonne. Ça suppose quoi? Que c'est la société donc elle-même ça montre que nous qui est sommes réfractaire, malades. C'est la société, c'est nous tous. C'est nous tous, nous sommes tous coupables. Parce que ce directeur d'agence, ce directeur de banque, ce ministre, il fait partie de la société d'abord. Et la société, si elle est malade, n'importe quelle personne qui occupera n'importe quel poste fait partie de cette société. Et quelle devrait être la place et le rôle, justement, de ceux-là qui nous gouvernent par rapport à un tel phénomène? Quelle devrait être la place et le rôle, justement, pour éradiquer et combattre encore la corruption dans nos pays? Je pense que pour éradiquer la corruption, il faut créer... Est-ce que vous la sentez-vous de l'extérieur? Vous qui effectuez des va-et-vient entre Sénégal et États-Unis tout le temps. La corruption est présente, elle est partout, elle est visible en fait. Oui, même aux États-Unis aussi. Ah, mais bon, un peu plus haut.
Un peu plus haut. Elle est présente, oui, mais un peu plus haut. Dans certains niveaux, on voit pas ça. Mais oui, elle est présente quand même à un niveau, et d'une manière différente. Mais elle est trop présente ici. Et ça nous coûte des milliards aussi, ça nous coûte des milliards. Eux sont des pays déjà développés, donc ils peuvent se permettre cela. Son impact dans notre économie entraîne, c'est des milliards, c'est des milliards. Donc pour changer cela, il faut donner aux jeunes des emplois. Il faut créer des emplois. Et c'est ce que l'État n'a pas pu faire. Oui, l'emploi. Même dire 491 000 emplois. Le chômage. Pour moi, ce n'est absolument rien, 491 000 emplois. Créer 491 000 emplois, comme l'a dit le président Sall, je pense que le Sénégal aurait pu et dû dépasser cela depuis longtemps. C'est le secteur primaire d'abord. On a des secteur secondaire. C'est là, c'est présent en fait, c'est très présent. Donc c'est par secteur dans le Sénégal, par secteur arachidier, on y met ces industries, secteur minier, même chose, et il faut encore revoir le secteur minier. Le code minier. Oui, absolument, parce que je ne peux pas comprendre quand même que le secteur minier est l'un des secteurs les plus dynamiques au Sénégal, qui tire le fameux PSA à 30%, mais c'est un secteur où nous n'avons presque rien, nous n'avons que 10%. Comment vous l'expliquez? Là, ça, j'arrive pas trop à comprendre. Même pour l'or, on n'arrive pas, justement, nos bijoutiers se plaignent, voilà, ça, je comprends. À ressentir, justement, cette richesse-là, et pourtant qui nous appartient. Qui nous appartient, même à Kédougou, le problème y est présent. Oui. Même dans cette région, il y a absolument rien. Malgré qu'il y ait toutes ces mines, il n'y a rien. Pourquoi? Parce que le code minier lui-même, et ça va s'empirer aussi, parce que le code minier a eu des changements. Ils ont fait des changements dans le code minier. Avec le nouveau code, ça ne va plus, les investisseurs ne vont plus venir. C'est un code qui est très, très, un peu plus dur que l'autre code qui était le code précédent. Un peu plus contraignant. En quoi? En termes d'exonération fiscale, déjà ça nous avait coûté plus de 400 milliards, l'ancien code minier. Les exonérations fiscales nous avaient coûté cela. Mais là, il y a eu quelques changements, ça rend ça un peu plus compétitif. Il faut donner tant de pourcents maintenant pour la région, pour l'État, pour les collectivités. Donc ce secteur aussi, le secteur, les cours étaient en hausse aussi. Il ne faut pas que nous oublions cela durant l'implantation du PSE. Donc il suffit qu'il y ait chute des matières premières que le Sénégal chute. Parce qu'une économie de matières premières, ce n'est pas une économie solide. Ce n'est pas une économie solide. Il faut transformer. Il faut une transformation, un système de transformation dans les régions. Local, parce que tout est concentré à Dakar. Toutes les industries sont là, presque toutes les industries. Sonacos, ça ne marche pas. Pas du tout. C'était en 2016, je crois. Il n'y a même pas eu d'huile. Il n'y a pas eu d'huile brute d'arachide, parce que les Chinois avaient tout pris. Donc ça, ce n'est pas normal. Ce sont des choses comme ça que l'État doit éviter. Il faut créer des industries dans les régions, qu'il y ait un exode urbain vers les régions pour que les jeunes travaillent dignement et désengorger Dakar, au lieu d'enterrer des milliards ici dans des dépenses somptuaires. Ce n'est pas une vision de dire que Dakar est en train d'accroître. Il faut créer de nouvelles villes, comme dans n'importe quel pays. Si ça a pris presque 50 ans pour qu'on crée une seconde ville au Sénégal, c'est un problème. On devait être à 4 villes majeures au Sénégal, au minimum. Oui, alors finalement, il aura à défendre son bilan économique parce qu'il est candidat sortant en termes de force et faiblesse en pleine campagne. Comment voyez-vous ce tableau entre le candidat sortant qui défend son bilan face justement à d'autres candidats qui vont essayer de le démettre? Comment justement trancher ce débat, si vous aviez à le trancher, bien sûr? Enfin, le président sortant est toujours en faveur, parce qu'il était présent, donc il a quelque chose de concret à montrer. Mais malheureusement... parce qu'on a vu aussi que dans l'élaboration des programmes, on a vu des candidats justement qui présentent leur programme aux populations. Comment justement vous voyez tout cela? Enfin, j'ai eu à lire les programmes des candidats. Ah oui? Oui, j'ai eu à lire. Qui vous a le plus marqué parmi justement ces programmes? En matière de théorie, honnêtement, je vais être honnête, en matière de théorie, il y a le candidat Sonko qui a une théorie de développement que j'ai aimé un peu, que j'ai aimé par rapport à l'industrialisation du pays. C'est un besoin réel. C'est un besoin réel. Mais ce n'est pas facile. Oui, c'est facile de théoriser, mais c'est un peu plus difficile à mettre en place. Oui, mais il le faut.
Et nous avons aussi besoin de sortir du franc CFA pour nous développer. Ah oui, mais vous déjà qui travaillez dans ce secteur des finances, oui, est-ce qu'aujourd'hui, il est beaucoup plus admissible justement de se débarrasser du franc CFA ou c'est dans la manière, comment, ou quelle est votre réflexion sur la question? En ce moment, honnêtement, je pense que Oui. nous ne sommes pas encore prêts Pour quitter le franc CFA. Ah oui. Présentement. Pourquoi? Présentement. Parce que nous ne pouvons pas avoir une balance budgétaire qui est déficitaire Chronique. et penser à sortir du franc CFA. Je suis d'accord qu'il faut sortir du franc CFA. Qu'il faut. Il le faut. C'est- Mais la manière, en fait, Et, c'est la manière qui fait défaut. et l'échéancier. Et qu'en est-il des pays qui sont sortis du franc CFA? Il faut regarder ces économies aussi. Le Nigeria, par exemple, ils ont leur naira. Voilà, oui. C'est la première économie. Cependant, regardez le Nigeria et dites-moi si nous voulons devenir le Nigeria. Je ne pense pas que nous voulons devenir le Nigeria. Parce que la richesse est très mal répartie. Il y a une pauvreté, il y a le taux de chômage, il y a tout cela, malgré toutes les richesses dont le Nigeria dispose. Donc, je suis d'accord qu'on sorte, mais pas de cette manière, pas d'une manière rapide, brutale, ensemble. Il y a un projet de sortir du franc CFA avec la monnaie ECO, je pense. Oui, ECO. Oui. ECO. Mais on avait parlé de 2030. 2030, cependant, même avec cette monnaie, je suis pas trop optimiste en ce moment. Je suis pas trop, parce que avant de sortir de cette monnaie, il faut d'abord montrer que nous sommes une nation souveraine. Ne pas trop dépendre des dons. C'est quoi une nation souveraine? Une nation souveraine, c'est une nation qui se respecte. C'est une nation qui ne vit pas de dons et d'aides extérieures d'abord. C'est une nation qui arrive à balancer son budget. Et nous ne faisons pas tout ça. La majeure partie, même notre agriculture, elle est financée. Le plus grand financier de notre agriculture en ce moment sont les États-Unis, qui nous donnent des milliards et des milliards. Avec le MCC, le premier ministre était aux États-Unis pour signer ça. Ça veut dire, les États-Unis vous disent, ok, faut respecter cela, faut respecter les filles, faut respecter l'emploi, faut respecter la justice. Il y a un certain nombre de trucs qui vous énumèrent et on vous score. Selon votre score, ils vous disent, ok, bravo, vous avez passé le test. Venez, je vous donne tant de milliards. Et comment est-ce qu'on peut se dire, s'appeler une nation souveraine tant que nous dépendons de cela, tant qu'on nous dit ce qu'il faut faire pour nous donner de l'argent? Alors le monde finalement est dominé par justement l'ultralibéralisme. Oui, absolument. C'est ça. Et justement, que sommes-nous en train de faire pour... Enfin, nous sommes en train de rien faire en ce moment, honnêtement. Et il faut une révolution d'idées. C'est ça qui pourra changer le Sénégal. Une révolution d'idées, la manière de penser. Il faut que nous ayons confiance en nous-mêmes. Nous pouvons nous développer, nous pouvons développer ce pays. La matière grise est là. La main-d'œuvre est là. Mais tant que nous ne faisons pas confiance en nous-mêmes et couper le cordon ombilical qui nous lie aux colonisateurs, comme l'a fait le Brésil, qui est la 8e puissance mondiale, alors que son colonisateur, le Portugal, est 47e puissance économique. Donc c'est possible de le faire. Mais il faut croire en soi-même. Mais on n'arrive pas à couper ce cordon. Pourquoi? C'est par peur. En fait, c'est par peur. C'est comme si vous êtes dans une maison et que le père de famille vous donne à manger, donc vous ne pouvez rien dire contre ce père de famille en quelque sorte. Et c'est cette peur de ne pas manger. Nous pensons que notre destin repose entre leurs mains, alors que tel n'est pas le cas. Il faut oser. Et nous n'osons pas, nous ne disons pas de tout couper. Non, c'est la globalisation. Qu'est-ce qui explique alors justement cet écart qu'il y a entre les dirigeants et les peuples? Souvent, les peuples sont anti et se battent, mal compris, ou qu'est-ce qui l'explique? Enfin, c'est juste, regardez, vous êtes opposant, vous faites partie du peuple à un moment, vous souffrez, vous sentez la souffrance, vous criez, vous décriez partout. Une fois élu, vous changez. Parce qu'il y a d'autres réalités, dit-on, entre guillemets. C'est le cas? C'est le cas en ce moment. Mais avec le présidentiel en tant qu'opposant, ce qu'il disait, c'était vraiment louable. C'était vraiment louable. Mais là, ce que nous voyons, c'est différent de ce qu'il disait. Donc il y a cette pression. Donc nous n'avons toujours pas un leader qui croit en soi-même, en son pays. Et tant que nous n'avons pas ça, nous n'allons pas nous développer. Et quel serait le comportement de l'électorat face justement à cet héritage-là qui se présente? Enfin, l'électorat,
c'est un peu l'esclavage moderne, malheureusement. Je te donne un poisson, tu votes pour moi. Je t'apprendrai jamais à pêcher, donc tu seras toujours mon esclave, en quelque sorte. Et c'est ça que nous voyons au Sénégal et l'électorat. Le Sénégal est un pays très très pauvre. Presque la moitié du pays est pauvre, près de 47%. L'éducation, nous voyons ça. Nous entendons toujours un taux de scolarisation brute de 90%. Mais ce qu'on ne nous dit pas, c'est le taux d'alphabétisation est moins de 56%. C'est la différence entre la scolarisation et l'alphabétisation. On ne voit pas, souvent on ne le sent pas. À 56%. Donc ça nous montre qu'il y a un problème là-bas. L'abandon durant le cursus scolaire élevé. Très élevé. Primaire, les gens n'y vont pas parce que c'est optionnel, ils pensent, et que c'est pas important et le gouvernement ne fait pas trop d'efforts dans ce sens. Donc l'éducation, ça va pas du tout. La santé, ça va pas du tout. Parce que, regardez un exemple, 163 milliards, c'est le budget de notre santé. Les intérêts pour la dette, 221 milliards. Les intérêts de la dette que nous payons, les intérêts sont supérieurs au budget de la santé. Donc comment un pays peut développer ce système si les intérêts de la dette sont supérieurs au budget de la santé? Comment le Sénégal peut rester sans machine de radiothérapie à un moment, pendant que nous faisions des dépenses somptuaires pour un pays qui se respecte? Donc louer ces dépenses somptuaires pendant que le peuple est en train de mourir de faim, n'arrive pas à se soigner, et qu'on me dise que ça prend du temps. Ça prend du temps parce que nous n'avons pas les moyens, c'est une chose. Mais ça prend du temps parce que je dois faire mes dépenses somptuaires d'abord. Ça, ce n'est pas louable. Mais malheureusement, l'électorat a besoin d'argent. Ils ont faim. Donc c'est facile de les amadouer. C'est facile de les donner de l'argent pour qu'ils votent pour toi. Malheureusement, cet électorat n'est pas réveillé. Cet électorat dort. Donc c'est pourquoi c'est toujours la même chose, la politique politicienne que nous voyons depuis le temps de Senghor jusqu'à présent. Mais pourquoi le discours économique ne passe pas? Pourquoi? Qui va l'écouter? C'est 1%. C'est 1% du pays qui risque de comprendre ce dont vous parlez. Pour eux, c'est le bilan. Tout le monde parle de bilan. Automatiquement, c'est un bilan. Le bilan devrait être un bilan économique, oui. Mais face à un pays où l'alphabétisation est à 56%, face à un pays où l'électorat n'est pas instruit, c'est irrelevant d'avoir ce débat, c'est irrelevant d'écrire un livre, c'est irrelevant, tout ça. Il faut le faire, oui. Cependant, il faut trouver un moyen de traduire ces livres ou de faire en sorte que l'électorat comprenne ce qui est dans ce livre. Parce que c'est le français, et le français, ce n'est pas la langue la plus parlée au Sénégal. Donc il faut que l'électorat, il faut un éveil en fait. Il faut que l'électorat se réveille. Il faut que quelqu'un aille dans les régions, aille dans les départements, dans les communautés rurales pour leur parler, pour expliquer comment ça marche. Maintenant, qui en a les moyens? Mais ça se fait, non? Les tournées économiques, non, sont là et les candidats parcourent les régions. Oui, les candidats. Le problème, est-ce que c'est dans le discours de vérité où il réside où le mal? Ils savent que ce que les opposants sont en train de leur dire, que c'est vrai. Cependant, ils ont besoin de manger. Et ces opposants ne leur donnent pas de quoi manger. La plupart n'ont pas de moyens. On en est là. Et l'État. On en est là. Oui, nous en sommes là. Nous en sommes là. Si les présidents gagnent leur second mandat après un bilan très faible, selon moi, faible, c'est parce que l'électorat a faim, genre comme le président Wade en 2007, quand il a gagné au premier tour. Et que beaucoup pensaient que son bilan était faible, que le Sénégal était en chantier, et d'habitude l'électorat ne peut pas comprendre c'est en chantier, l'électorat veut quelque chose qui est prêt. Donc s'il a pu gagner cela, c'est parce qu'il connaît son électorat. Quand on connaît son électorat, c'est facile de gagner. Quand l'électorat a faim, c'est facile de gagner. Et là, vous pensez que ça va être aussi facile? Là, ce ne sera pas trop facile. Comment justement, vous, avec le recul, vous observez ce qui risque de se produire, c'est-à-dire justement le scrutin du 24 février? Êtes-vous optimiste ou comment justement regardez-vous tout cela? C'est un peu compliqué, c'est difficile à prédire. Mais avec 5 candidats, quand même, je pense que ce sera pas trop dur pour le président sortant, parce que le parrainage a pu aider quand même.
Je ne sais pas trop si c'était nécessaire ou pas, c'est un autre débat. Mais avec 5 candidats, quand même, l'électorat sénégalais, on ne peut pas trop le prédire. Mais bon, la manière dont je vois ça, ça ressemble en ce moment, à un second tour. Étant de l'extérieur, je ne suis pas à l'intérieur pour voir et connaître toutes les réalités, mais ça ressemble plutôt à un second tour qu'à un premier tour. Et justement, la dernière question pour rappeler que nous sommes avec Mohamed Dia, il est consultant bancaire. Mohamed Dia, la situation économique du Sénégal, si vous aviez à noter justement le bilan économique de Macky Sall, quelle serait cette note? Sur 10 ou sur 20? Sur 20. Vous lui donnerez combien sur 20? Je lui donnerai 8 sur 20. Ah oui? Ouais, 8 sur 20. Pourquoi? À cause de la première phase du PSE, qui est inachevée et qui devait être achevée. Si la première phase était achevée, là j'allais être optimiste par rapport à la seconde phase. Mais comme la première phase n'est pas achevée, la seconde phase aussi ne viendra pas. C'est-à-dire les investisseurs privés, nationaux et étrangers, ils ne viendront pas. Donc nous pouvons parler du TER, de la DER, des dépenses somptuaires et tout cela, mais économiquement parlant, les gens ne sentent pas la croissance économique. Et il faut sentir la croissance économique. Donc c'est 7,1% de croissance dont on nous parle, ça résulte juste des investissements en infrastructure. Ça résulte juste des milliards que nous avons enterrés. Ça dope effectivement l'investissement privé. Parce que le privé est en place, parce que le Sénégal est en chantier. Donc c'est très normal que cette croissance se lève. Mais si les investisseurs ne viennent pas, cette croissance chutera en chute libre. Ah oui? Oui. Et c'est la période de récession de 2019 à 2024. Et vous verrez ce que je vous dis. Ah oui? Ouais, parce que ça me rappelle un peu la période de crise en 2008 aux États-Unis, la crise financière. C'était comme ça, c'était calme. Quels sont les premiers symptômes? C'était très calme. On pensait que tout allait bien, alors que rien ne marchait. Les États-Unis s'endettaient auprès de la Chine, s'endettaient beaucoup même auprès de la Chine. C'est comme le Japon. Mais ces pays peuvent se permettre de s'endetter parce qu'ils peuvent créer les richesses, la croissance, mais pas nous. Le Japon, la même chose. C'est le calme, c'est le secteur immobilier qui commence cela, c'est la perception de la justice, parce qu'il y a eu un moment où aux États-Unis il y avait un soulèvement des Noirs, parce qu'il y avait la perception que la justice était contre eux. Il y a cette perception en fait dans l'air, on sent ça dans l'air au Sénégal, que la justice est instrumentalisée. Ça se sent, c'est une perception. Et quand il y a une perception d'injustice dans un pays, les investisseurs ne viennent pas. Parce qu'à un moment même, dans une des banques où je travaille, il y a eu un moment où nous pensions nous installer au Sénégal. Ah oui? Oui. Faire comme un peu une banque d'affaires pour pouvoir prêter de l'argent aux compagnies nationales. Mais après des réunions, pour la décision finale, c'était la perception de la justice qui faisait défaut en fait. La perception de la justice, en fait, les gens avaient peur de cette perception qui était un peu négative. Et donc ils étaient réluctants à faire cela. C'est la seule chose pour montrer que la perception est très importante dans n'importe quel pays. Même pour faire des affaires? Même pour faire des affaires, parce que dans un pays, quand les gens pensent que la justice est instrumentalisée, les gens ne viendront pas investir leurs milliards là-bas. Parce qu'en cas de perte ou en cas de quelque chose, comment faire? Si cette justice est instrumentalisée, entre guillemets, donc ils ne pensent pas qu'ils puissent pouvoir récupérer leur argent. Donc la perception est très importante. Donc il faut que quiconque est président, ce président sortant ou un autre, il faut qu'il change la perception de la justice au Sénégal. Il faut que cette justice soit indépendante, que ces magistrats sachent que leur travail est beaucoup plus important, leur réputation, que le président, que c'est plus grand. C'est comme le juge Kebamba. C'est ce qu'il disait toujours, président, vous m'avez nommé ici, mais sachez que vous êtes un très bon ami, mais que ma réputation est beaucoup plus importante que notre amitié. C'est ça qui fait défaut de nos jours. C'est ça qui fait défaut. C'est une perception. Personne ne peut prouver ça.
Mais c'est une perception, ce sont des coïncidences, en fait, c'est cela. Donc il faut que le président songe à changer cela. Par exemple, ne plus être le président de la Cour de magistrature suprême, son ministre de justice ne pas être vice-président. Ça peut commencer par cela. Conseil supérieur de la magistrature. Ça peut commencer par cela. Ça peut changer de perception. Au moins, ok, vous ne nommez plus, vous ne vous occupez plus de l'avancement de ces magistrats. Donc là, ça peut changer un peu. Ça peut changer quelque chose. Donc la perception de la justice est très importante dans un pays et il faut que nous changions cela un peu. Nous changeons cela un peu, justement, c'est ce vœu qui a été dessiné, que prend fin cette émission, parce que il a été notre invité, Mohamed Dia. Il est consultant bancaire, basé aux États-Unis, mais que le Sénégal reste quand même son pays. Et justement, il intervient dans les débats, fait des propositions d'articles sur la toile. Mohamed Dia, ça a été un plaisir encore une fois de vous recevoir. Je vous remercie.